tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est de retour pour un nouvel épisode de Grandir avec. Déjà, je voulais vous remercier pour les très bons retours qu'on a eu pour l'épisode 1 avec Ahmad Mbaye. C'est vrai que c'est un petit challenge de pouvoir essayer d'avoir des personnalités pour discuter avec nous et avec moi. Mais c'est vraiment un truc plaisant et ça fait plaisir de voir que pas mal de gens ont été intéressés et ont pu suivre la vidéo. Donc merci pour ça. Euh, et du coup, on continue. On va sortir un peu du cadre du basket, même si on y reviendra plus tard pour d'autres épisodes. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller découvrir d'autres mondes et d'autres sports. Et on va aller dans le monde du breakdance chez Mounir Biba. Alors, Mounir Biba, il est 12 fois champion du monde de breakdance. Et au-delà d'être un athlète assez incroyable, c'est aussi un ambassadeur pour son sport, puisqu'il a participé à l'intégration au programme olympique de Paris 2024 du breakdance, justement. Il a aussi développé son propre concept de motivation. Plein de choses hyper intéressantes. Donc, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec lui et de vous proposer ça aujourd'hui. Donc, profitez-en. Épisode 2 de Grandir avec Mounir Biba. Bon, ben salut Mounir. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Tu Bah, vas bien? ça va très très bien. Ouais, Hein, on est en confinement. ouais, Ça j'allais va. dire, tu fais quoi? T'es en France là? T'es chez toi? Ouais, ouais, je suis chez moi. Bon, j'ai la chance d'être à la campagne, donc Mhm. j'ai de l'espace. Je suis pas à plaindre, hein. Franchement, le Ok. confinement se passe bien. J'ai beaucoup de travail, donc Mm. Ok, bon, c'est cool. tranquillement. Donc, comme je t'ai expliqué et comme on fait cette vidéo, l'idée c'est de pouvoir parler un peu de ton parcours. Comme tu connais, donc moi, mon asso, Grandir sous la même étoile, l'idée c'est de pouvoir développer un peu des sources d'inspiration pour nos jeunes sous différentes formes. Moi, j'ai pensé que tu serais une source d'inspiration parce que tu as un parcours qui est assez exceptionnel. Donc, je voudrais qu'il va falloir que tu me parles de toi en fait et que tu essaies de me décrire un peu ta vie. Pour commencer, moi, ce que j'aimerais bien savoir, tu vois, le truc qui m'intéresse souvent chez les personnes qui ont réussi, c'est quel type d'enfance ils ont eu. Parce que je trouve que, évidemment, ça marque une vie. Et savoir un peu comment les personnalités grandissent, parfois, ça peut donner des clés pour des gens qui peuvent s'identifier ou éventuellement se comparer. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà, écoute, savoir un peu où tu as grandi, dans quel contexte familial, les frères, les sœurs, les parents, comment ça s'est passé, tout ça. Si c'est trop perso, n'hésite pas à me dire que ce que tu as envie, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, mais ça, c'est un truc qui m'intéresse. Donc, bah écoute, moi déjà, j'ai 36 ans. Mhm, Je suis né en 84 à Angers. Moi, je suis originaire de la ville d'Angers, dans l'ouest de la mhm, France, où j'ai fait toutes mes gammes, toutes mes classes à Angers jusqu'en 2012. Où j'ai déménagé après, suite à mon mariage. mhm, Moi, je suis issu de deux cultures. Ma mère française, mon père marocain. mhm, J'ai grandi avec ma mère. Mes parents séparés quand j'étais à l'âge de 3 ans, donc j'ai aucun souvenir. mhm, Donc j'ai grandi avec ma mère, mais toujours en lien, en relation avec mon père et toute ma famille. Donc j'ai une grande famille du côté de mon père, avec beaucoup d'oncles, de tantes, beaucoup de cousins avec qui on a toujours été très très proches, mhm, qui sont d'ailleurs très sportifs. J'ai été baigné là-dedans en fait, tout petit en fait. Moi j'avais une enfance un peu solitaire parce que j'étais enfant unique du côté de ma mère. Donc, après j'ai eu des frères et sœurs du côté de mon père, une sœur 18 ans plus tard du côté de ma mère. Donc j'ai grandi en fait un peu tout seul. mhm, Et en fait ça a été hyper bénéfique pour moi plus tard. Euh, cette solitude quelque part, parce que ça m'a donné beaucoup de force dans mon travail personnel. Je m'entraînais énormément seul, mhm, je voyage souvent seul, et donc en fait être seul ça me pose aucun problème. Moi j'ai grandi comme ça, et donc d'accord. ça a été un peu une force, parce que souvent dans des disciplines comme ça très intenses, où on Mhm, a besoin d'un entraînement régulier, quotidien, extrêmement difficile et rigoureux, et ben beaucoup de gens sont habitués à travailler en groupe quelque part, ou entourés. Et il suffit que bah voilà, il y ait une personne qui soit pas là, ou qu'on se retrouve un peu tout seul, bah on va avoir une baisse de motivation. Et en mhm. fait, moi, du coup, ça m'a jamais perturbé. Je m'entraînais seul pendant des heures et des heures. Et donc ça a vraiment été une force. Et comme je te disais, j'ai été baigné dans le sport parce que j'avais des oncles qui jouaient à un haut niveau au handball. Ok. Et on était polyvalent basket, foot, très très joueurs, et plutôt bons joueurs. Et comme on était assez nombreux, on jouait souvent en famille. Et donc, en fait, j'ai été baigné dans cet esprit très compétitif, mais dans le sens positif de la Mhm, compétition, vraiment. mhm, C'est-à-dire vraiment dans le dépassement, dans toujours vouloir faire le meilleur, mhm, jouer de la meilleure manière et mhm, être le plus performant possible. Donc, si tu veux, moi, j'ai grandi un petit peu comme ça.
Et en fait, j'ai découvert la danse à l'âge de 13 ans après. Mhm. Moi, j'étais dans le foot, dans le hand à cette époque-là, plus dans le foot, mais je jouais aussi un peu au hand. Et j'envisageais d'être footballeur en fait. Moi, à cette Ok. époque-là, j'avais que ça en tête, hein. À l'âge de 12-13 ans, je voulais que ça, rentrer en centre de formation. Et je connaissais pas du tout la danse breakdance, tout ça, le break, je connaissais pas. Et quand j'ai découvert à l'âge de 13 ans le break, en fait, j'ai découvert quelque chose qui me passionnait davantage encore que le foot, Mhm. quelque chose dans lequel j'avais encore plus de potentiel et pour lequel j'ai accroché beaucoup plus. Et donc j'ai fait les deux pendant 2 ans et puis à l'âge de 15 ans, j'ai décidé d'arrêter le foot et de me consacrer qu'au break. Ok. Et pendant cette période, scolairement, ça se passait comment? T'étais quel genre d'élève? Bah, si tu veux, j'étais un bon élève jusqu'au collège. Mhm. J'ai toujours été plus ou moins un bon élève en fait. C'est que, mais disons que j'ai pas réussi en arrivant au collège à prendre le rythme qui Mhm. était, voilà, c'est un changement drastique, le fonctionnement du collège par rapport à l'école primaire. Mhm. Et puis donc j'ai redoublé ma sixième. Ok. Et puis après j'ai découvert l'année suivante le break. Et là, voilà, ma tête, elle a été vraiment concentrée là-dessus. Et j'avais beaucoup de difficultés, si tu veux, à rester focus sur mes études. Mhm. Alors, j'étais pas du tout un élément perturbateur, absolument pas. J'étais plutôt calme. Euh, En fait, cette solitude dans laquelle j'ai grandi, je l'ai retrouvée un peu au collège parce que tous mes potes étaient dans d'autres classes. Et D'accord. en fait, toutes mes années de collège, j'ai été isolé. En fait, j'étais dans une classe où j'avais pas un pote à moi dans aucune de mes classes. Mhm. De mes 2 sixièmes à ma troisième, j'ai jamais eu un pote à moi dans une classe Ok. en fait. Qui a été bénéfique dans le sens où j'ai pas, du coup, ça m'a pas perturbé. Je suis pas parti un peu en vrille ou quoi. Mhm. Euh, donc ça m'a beaucoup canalisé. Et puis en fait, cette solitude que j'avais, que je maîtrisais plus ou moins, bah, ça m'a permis de passer mes classes de collège tranquille, Mhm. sans stress, comme ça. Mais c'est vrai que scolairement, j'ai jamais excellé. Parce que bah voilà, ma tête, elle n'était pas du tout dans ça. Alors je faisais le strict minimum. J'avais une toute petite moyenne. J'étais entre 9 et 11 Mhm. maximum. Ok. Et là, jamais vraiment en dessous. Mais voilà, j'étais pas, c'était pas mon truc, c'était pas mon truc. Ok. Ça me posait pas de problème, je ratais pas l'école, Mhm. mais j'y étais pas concentré en fait. Et donc très rapidement, le break a pris le dessus et ma tête était concentrée que pour te dire, en cours d'espagnol, je m'en rappelle quand on a commencé en troisième, on faisait de l'espagnol à l'époque. J'ai rien appris en 2 ans parce que pendant l'espagnol, moi j'écrivais des passages de break, des Ah, idées, ok. je développais comme un chanteur qui va écrire des textes, quoi, tu vois, Mhm. ou qui va Ok. composer dans sa tête. Mhm. Bah, en fait, je faisais ça en cours d'espagnol, je m'en rappelle. Et, ouais, bah, donc, ma tête était vraiment dans ça, j'arrivais pas à en sortir en fait. Et ça, en gros, donc ton passage, tu me dis au début, c'était très foot, vers 13-14, c'était très football, c'était foot à fond. Ouais, Et tu as eu un ouais, déclic jusqu'à vraiment presque. où tu es passé au break, et là, tu t'es passé vraiment d'un mode. Bon, il y a l'école, il y a le foot que j'aime bien, mais vraiment, d'un seul coup, tu t'es dit, le break, c'est mon truc, quoi. C'est parti, quoi. T'étais sûr que c'était son truc, quoi. Ouais, ouais, ça y est, ma tête, elle était prise, j'étais dans ça. Alors, Ouais. avant, malgré que j'étais beaucoup dans le foot, ça m'avait jamais perturbé scolairement, Ouais. ça occupait pas mon esprit H24 non plus. Mhm. Le break, ouais. Ouais, ouais, le break, ouais. Puis en plus, si tu veux, quand j'ai commencé, les gars avec qui j'ai commencé étaient plus grands que moi. Ils avaient déjà 17, 18, 19 ans, quand moi Mhm. j'en avais 13, 14. Ouais. Donc c'était des gars qui étaient au lycée, certains qui étaient plus scolarisés, donc qui s'entraînaient. Tu vois, je me rappelle, ils avaient entraînement, les gars, le vendredi après-midi. Ouais. Et quand j'étais moi en classe le vendredi après-midi, mais je pensais qu'à ça. Je me disais, ah, ils sont en train de s'entraîner et tout, Ouais. moi je suis là. Et en fait, j'avais ce truc, tu vois, j'y Mhm. pensais en classe. Les gars, je savais qu'ils s'entraînaient, moi j'étais en cours. Mais tu vois, j'avais vraiment ce truc-là. Et le fait d'avoir des gens plus grands que moi qui étaient dans un autre truc, bah, ça m'attirait aussi un petit peu vers ça, mais c'était pas le moment pour moi. Moi, j'avais 13, 14 ans, Ouais. fallait que je sois à l'école, tu vois. Et, ouais. Et, euh, et dans ta tête, dès le début, tu t'es dit que tu allais peut-être en faire un métier un jour, ou en tout cas quelque chose qui te ferait vivre, ou c'était vraiment une passion plus presque artistique, tu vois? Ouais, non, c'était plus une passion dans la pratique parce Ouais, que on est en 97, ouais, j'allais dire. Mhm. 98. En vivre, c'est uniquement en tant qu'intermittent du spectacle. C'était Mhm. un peu le grand boom Et ouais. des spectacles hip-hop Mhm. alliés avec les chorégraphes contemporains à cette époque-là. Mais ça restait aussi que les danseurs hyper avancés. Moi, Mhm. j'étais jeune encore, j'étais débutant. Donc, en fait, il n'y avait pas
c'était loin en fait tout ça. C'était possible, mais c'était loin. Ouais. Et la compétition, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais c'était très underground et il n'y avait pas de circuit, il n'y avait pas de possibilité d'en vivre. Tu vois, Ouais, même d'accord. encore aujourd'hui, il y a énormément de circuits aujourd'hui dans le monde entier, mais en vivre, on est une toute petite élite dans le Mhm. monde à en vivre. Tu vois, Mhm. et encore, je suis peut-être un des rares, voire peut-être le seul quasiment à Mhm. en vivre sans être affilié, sponsorisé ou quoi. Tous les autres, c'est parce qu'il y a un sponsor Ouais, d'accord. derrière, il y a un truc, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment, non, ça reste vraiment très difficile. Mais à cette époque-là, c'était pas envisageable en fait. Euh, Moi, la seule chose qui m'attirait, c'était la performance, c'était la progression. Donc c'était m'entraîner, progresser, devenir le meilleur techniquement dans ce que je faisais. Mhm. Où est-ce que ça allait me mener, ça je ne le savais pas encore. Ok. Donc tu étais prêt à faire des sacrifices, enfin c'était presque pas des sacrifices pour toi limite à la limite. Non, c'était pas, ouais, parce que c'était pas du tout, la réflexion, elle n'était pas du tout dans ce sens-là, Mhm. sacrifice ou pas, non. Ouais. Ceux qui le Tu, ressentaient comme ça, tu c'était kiffais plutôt mes quoi. proches, Ouais. mes parents, mes amis que je voyais un peu moins, Mhm. des anniversaires que tu rates, Ouais. des mariages auxquels tu arrives un peu tard dans la soirée, parce que Mhm. tu avais l'entraînement, tu vois. Mhm. Et donc c'était plutôt l'extérieur qui le comprenait pas trop toujours, ou en tout cas ouais, qui pouvait un peu plus le sentir comme des sacrifices de ma part. Moi, je le vivais pas du tout comme des sacrifices. Et tu gérais comment ton entraînement du coup? Parce que t'avais quoi? T'avais un, je sais pas comment ça fonctionne, mais exactement, mais t'avais un coach vraiment qui t'aidait ou tu t'es formé presque tout seul à essayer de t'inspirer de ce que tu voyais, essayer de développer tes propres techniques, tout ça, ou c'est ça, tu t'entraînais comment en fait? Parce qu'à cette époque-là, comme tu dis, c'était assez, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir des coachs ou tout ça, enfin ça devait être Non, compliqué. non, c'est autodidacte, Et hein, ouais, j'allais dire, totalement hein, c'est ça. autodidacte. Alors, Mhm. moi, j'avais des grands avec moi Mhm. qui avaient commencé un peu avant moi, donc qui étaient un peu plus avancés que moi, même si je les ai rattrapés très très vite techniquement et que je suis devenu un petit peu la mascotte un peu, parce que Mhm. t'es le plus jeune, t'es le plus fort, donc on te met beaucoup en avant, tu vois, surtout que nous, on était dans une région où il n'y avait pas beaucoup de niveaux. À cette époque-là, si t'es pas à Paris, Et ouais. voilà, il se passe rien, tu vois. Mhm. Les villes de province, le niveau n'était pas le même parce que Internet était cassé balbutiement, il n'y avait pas de site spécialisé, il n'y avait pas de vidéos qui tournaient, Mhm. c'était des VHS que tu récupérais de Paris, mais tu avais un temps entre le moment de la compétition et quand toi tu la visionnes, tu as presque 2 ans, quoi, tu Et vois, ouais. donc tu as Mhm. un retard considérable, surtout qu'on parle d'une discipline qui est en constante évolution technique, surtout à cette époque-là, d'une année sur l'autre, c'est un autre monde, quoi. Et ouais, c'est Et clair. donc tu prends beaucoup de retard quand tu es en province. Ouais. Mhm. Et du coup, ton passage à la compétition, parce que tu es quand même 12 fois champion du monde à la fin, aujourd'hui tu es 12 fois champion du monde, ton passage vraiment à la compétition et on va dire au très haut niveau, ça s'est passé comment en fait? Il y a eu une forme de transition ou je sais pas, où tu as commencé à faire des compétitions et au fur et à mesure tu as progressé comme ça? Bah, moi, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé tout de suite très fort, j'avais l'ambition, Mhm. si tu veux, de 97 à 2000, Mhm. pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Ouais. Je regardais les championnats du monde par équipe, les Battle of the Year, des vidéos américaines, tu vois, des trucs un Mhm. peu underground aux States et tout, et c'était un niveau inaccessible, des compétitions inaccessibles, tu vois. Ouais. Et à partir de 2000, j'ai commencé un peu à aller à Paris. Moi, j'ai eu la chance parce qu'à Angers, on avait le Centre national de danse contemporaine, Mhm. dans lequel nous, on était résidents avec ma compagnie, enfin qu'on a monté notre compagnie professionnelle à Angers à l'époque. Et on était résidents là-bas, donc c'était nos studios dans lesquels on s'entraînait tous les jours. Et il y avait des compagnies qui venaient répéter la journée en bas. Et il y avait beaucoup de danseurs de Paris qui Mhm. tournaient eux en spectacle justement, tu vois. Ok, ouais. Et donc ils venaient régulièrement à Angers parce qu'ils préparaient une pièce avec un chorégraphe d'Angers, etc. Mhm. C'était assez réputé à l'époque. Et donc j'ai pu rencontrer pas mal de danseurs de Paris, mais des danseurs de renom, hein, pas des Mhm. petits gars qui s'entraînent comme ça. Non, c'était vraiment des vrais gars qui tournent dans les spectacles. Mhm. Et donc j'ai pu faire des premières rencontres hyper bénéfiques à partir de 2000 comme ça. Et j'ai pu aussi commencer à avoir un élément de comparaison, c'est-à-dire de voir un petit peu moi où j'en étais, la Ouais. réaction un petit peu de ces danseurs-là qui venaient s'entraîner avec nous, parce que ça c'est une des particularités, c'est que les danseurs s'entraînent tous ensemble. Ouais. Il n'y a pas de... bon, ça commence doucement maintenant parce qu'avec les circuits et les compétitions qui sont beaucoup plus importantes, mais malgré tout, encore aujourd'hui, mais on s'entraîne tous ensemble en fait, Mhm. c'est vraiment du partage. Donc quand les mecs ils venaient à Angers, tac, ils montaient en haut dès qu'ils avaient une pause ou quand c'était fini, puis ils s'entraînaient avec nous. Ok. Donc ils me voyaient et je voyais leur réaction, ils voyaient bien qu'il y avait du potentiel, Mhm. que pour un gars de province, j'étais à l'aise, j'étais pas mal avancé, etc. Mhm. Et donc tu te rends compte que finalement il y a un potentiel, il y a quelque chose, et puis toi tu vois aussi le niveau en face, donc tu as un élément de comparaison, tu te dis, ah finalement
c'est pas si inaccessible que ça, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de 2000, j'ai commencé à rencontrer vraiment beaucoup de gens qui m'ont aidé aussi, hein, des gens avec qui j'ai pu travailler. Et donc là, j'ai commencé vraiment à nourrir cette ambition d'entrer dans la compétition, de vraiment la mettre le pied dedans. Et donc, en 2003, je décide d'aller en Hollande lors d'un grand championnat du monde qui s'appelle IBE, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Donc c'était déjà à l'époque un énorme championnat du monde où tu avais les meilleurs du monde, à une époque où encore c'était un peu underground, donc ça faisait partie des quelques événements internationaux. Si tu veux, aujourd'hui on a beaucoup de compétitions amateurs et des compétitions professionnelles. À l'époque, il n'y en avait pas. Tout était professionnel. Donc, il n'y avait pas de compétition pour des débutants, pour des jeunes. C'était que le haut niveau tout de suite, en fait. Donc, tu n'avais pas vraiment de marge. Et puis, moi, ça ne m'intéressait pas, les petits battles dans les régions, dans les trucs. Il y avait un peu, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais tout de suite viser haut. Et donc, en fait, si tu veux, ma première compétition, c'est en 2003. Moi qui ai commencé en 97. Donc, c'est après 6 ans de pratique que je me décide à aller en compétition. Et c'est des grands championnats du monde. Je suis inconnu. J'ai 19 ans, je suis inconnu. Les Français qui sont là-bas, hormis 2-3 qui m'ont croisé à Paris ou chez moi à Angers, personne ne me connaît, quoi. Les Français savent même pas que je suis français et je participe et je perds en finale. Donc, tu vois, c'est tout de suite, tu es dans le grand bain, tu marques tout de suite les esprits. Donc, ouais, c'était quelque chose. Ouais. Et là, tu t'es dit, c'est parti, quoi. Je vais au bout et je gagne tout ce que je peux, quoi. Ouais, voilà, là ça y est, tu as confirmation que ça y est, t'es dedans, en fait. Et c'est-à-dire que tous ces entraînements, ces 6 années d'entraînement enfermé dans ma salle, à me buter comme un ouf, sans réellement savoir ce que je vaux. Et donc, du coup, ce qui m'a aidé, c'est que je nourrissais de grandes ambitions et que j'y mettais aussi le travail adéquat derrière. C'était pas juste j'avais envie, c'est-à-dire que je m'entraînais 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de repos, il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de week-end. 6 heures par jour, 7 jours sur 7. À l'époque où je donnais des cours de danse, en parallèle, j'avais l'école, je donnais des cours de danse et le mercredi, je donnais 7 heures de cours, je rassemblais tout. Je donnais 7 heures de cours, tu sortais avec la tête comme ça. Et à 22 heures, à la fin de mes cours, j'allais m'entraîner encore. C'est-à-dire que je ne pouvais pas louper un entraînement, même fatigué, même fallait être malade ou alors un peu de vacances en famille pour louper un entraînement. Mais à cette époque-là, je m'entraînais vraiment beaucoup. Et donc du coup, par rapport à ton entraînement, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que on en a discuté déjà en perso, mais je sais que par rapport à la prépa physique, tu as été un peu en avance souvent sur tes concurrents, parce que toi, tu as souvent axé ton travail sur aussi la prépa physique. Alors ça, c'est arrivé plus tard, ça. Ah, Ça, c'est tard, vraiment fin des années 2000, tout début des années 2010, donc il y a 10 ans. Ouais, d'accord. Où, alors, je faisais déjà à l'époque, hein, si tu veux, moi j'ai grandi, quand j'allais chez mon père les week-ends, j'avais une seule cassette vidéo, c'était Rocky 3, que j'ai essayé toute ma vie. Donc déjà, cet état d'esprit, en fait, il est venu un peu instinctivement comme ça, en fait. Tu vois, j'ai grandi dans cet état d'esprit-là de dépassement de soi, d'entraînement, tu vois, les séries d'entraînement de Rocky, je les ai tellement saignés, tous les Rocky, et j'ai grandi comme ça. Donc moi aussi, quand j'étais petit, même avant le break, je me butais des pompes, des abdos, tu vois, je kiffais les films de kung-fu et tout, donc j'étais déjà un peu dans ça, et donc je faisais pas mal de dips, de pompes, pas mal d'abdos, de trucs, mais c'était pas du tout structuré, et on n'avait aucune connaissance dans le domaine. Et puis après, j'ai évolué dans le break sans la prépa physique, vraiment dans l'entraînement lui-même, en fait. J'ai progressé via l'entraînement. Mais fin des années 2000 et tout début surtout des années 2010, à partir de 2010-2011, là on a vraiment mis, alors c'était avec tout le groupe, mon groupe Vagabond, hein, dont je suis le capitaine, qui est l'équipe la plus titrée au monde, on a vraiment basculé et on a, si tu veux, on a commencé à publier des vidéos de nos entraînements. Si tu veux, il y avait des légendes, c'était une légende le fait que Vagabond s'entraînait extrêmement dur. Moi, je suis rentré dans un groupe qui travaillait aussi dur, voire plus dur que moi. Quand moi, je m'entraînais extrêmement dur, plus que la moyenne. Je suis rentré dans un groupe qui faisait partie de l'élite, où les mecs, surtout la première génération à l'époque, ils se butaient réellement, ils s'entraînaient très très dur. Donc quand je suis arrivé là, j'étais dans mon élément. Et donc, en fait, les gens savaient que Vagabond, non, c'est chaud, c'est militaire, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, tant qu'ils ne le voyaient pas, certains n'y croyaient pas, en fait. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à s'entraîner avec nous, des amis qui venaient, ils disaient, ah ouais, et en fait, les mecs, ils s'assoient, ils n'arrivent pas, ils ne tiennent pas. Et donc, on a commencé à publier, en 2010, 2011, on a publié certains de nos entraînements physiques, et ça n'existait pas à l'époque, il y avait très, très, très peu de gens qui faisaient de l'exercice, en tout cas, ce n'était pas structuré, c'était pas visible, et donc, en fait, tout de suite...
Bah, ma réputation, elle s'est faite comme ça parce que en 2012, si tu veux, quand j'ai gagné les championnats du monde solo, qui est la plus grosse compétition, le Red Bull BC One, la plus grosse compétition du circuit, en fait, je les ai gagnés physiquement, réellement. Ouais. Parce qu'on était au Brésil, il faisait une chaleur énorme, c'était étouffant, les gens avaient du mal à respirer dedans. Et en fait, moi, j'avais une telle préparation physique extrême, j'ai vraiment beaucoup travaillé. En fait, la différence avec mes concurrents, elle était trop grande. Donc, en fait, ça a choqué tout le monde. Ouais. Ma condition physique a choqué vraiment tout le monde à cette époque-là. Et ma victoire en finale était tellement facile parce que mon adversaire, il était hors service à ce moment-là. Tu vois, il avait plus rien dans le ventre, plus rien dans les jambes. Et moi, à l'inverse, qui était extrêmement fatigué malgré tout, mais j'avais cette énergie, cette force parce que j'avais travaillé physiquement. Et à cette époque-là, peu de gens, voire personne, travaillaient physiquement. Et donc, ça m'a tout de suite collé une étiquette d'artiste athlète. Là, on parlait vraiment pour la première fois d'un athlète. Avant, jamais on employait ce terme d'athlète. On l'a vraiment employé pour moi à partir de 2012. Et l'année suivante, j'ai réitéré, si tu veux, en défendant mon titre de champion du monde. Ouais. Alors, je visais un exploit qui n'existait pas parce que personne n'a jamais remporté 2 ans de suite la compétition, pour te dire à quel point c'est difficile. Mais personne n'est allé jusqu'en finale non plus. Le plus loin, il a été jusqu'en demi-finale l'année suivante. Et moi, si tu veux, l'année suivante, j'ai publié 5 jours avant la compétition, j'ai mis sur les réseaux mon entraînement, ma préparation de la compétition, tu vois. Donc, alors, à cette époque-là, franchement, je ne sais pas si je le referais parce que je m'en suis pas rendu compte, j'étais tellement dans mon truc et dans ma volonté de vouloir gagner 2 ans de suite, ce que personne n'a jamais fait. J'ai accentué ma préparation par rapport même à l'année précédente, parce que maintenant tout le monde savait que moi je faisais beaucoup de prépa physique. Je savais que d'autres allaient peut-être justement aussi emboîter le pas et se préparer différemment pour m'affronter. Donc j'ai vraiment accentué encore et j'ai publié une partie de mes entraînements 5 jours seulement avant la compétition. Donc tu te mets une pression, tu mets une pression sur les autres, mais tu te mets d'abord une pression sur toi, tu vois. Et bon, je me suis rendu compte à ce moment-là. Et puis en fait, je suis allé jusqu'en finale de ces championnats du monde l'année suivante. Donc j'étais à ça de faire le record. Alors jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été aussi loin que moi en défendant son titre, mais encore là, l'étiquette d'athlète, elle était encore plus importante parce que là, j'ai montré en plus visuellement à quoi ressemblait mon entraînement, tu vois. Et encore aujourd'hui, les gens m'en parlent. J'ai reçu un message ce matin du Brésil, un jeune qui me dit ouais, je regarde ta vidéo tous les jours, ça me motive, tu vois, et ça a vraiment marqué les esprits à cette époque-là. Depuis, ça a commencé doucement à se généraliser un peu. Et donc, mais bon, je suis toujours vu comme la référence par rapport à ça. Pourtant, enfin, je ne suis pas préparateur physique à la base, je n'ai pas de diplôme de préparation physique, je suis totalement autodidacte dans tout ce que je fais. Tu vois, on parlera peut-être après de ce que je fais aujourd'hui dans le développement personnel, dans la motivation, le coaching mental. Mais tout ça, c'est que via mon expérience, en fait. J'ai pas de diplôme de danse, j'en ai jamais eu. J'ai pas de diplôme de préparation physique, j'en aurai jamais. Et c'est pareil dans tout ce que je fais, tu vois, c'est vraiment de la pratique. Ouais. Et du coup, une petite question là sur ton crew, du coup, Vagabond Crew, parce que du coup, tu parlais pas mal de comment tu étais un peu, un peu solitaire quand tu étais plus jeune. Le fait de rentrer dans un crew comme ça, déjà, comment ça s'est passé? Et est-ce que toi, ça t'a quand même aidé malgré tout le fait que tu sois solitaire ou finalement, t'as pas vu de différence? J'imagine que ça a dû t'aider quand même un petit peu, non? Oh non, ça a été extrêmement bénéfique. Enfin, ça a été un tournant dans ma vie, dans ma carrière, parce que, alors si tu veux, Vagabond, moi j'ai eu la chance de les rencontrer. Moi je les suivais depuis très longtemps à l'époque, et j'ai eu la chance de les rencontrer en 2002-2003 parce qu'ils sont venus jouer leur spectacle à Angers pendant une semaine complète. Ils étaient là tous les jours, et moi j'étais dans la salle tous les jours à les regarder. Et comme justement ils résidaient au Centre national de danse contemporaine, là où on avait notre salle, du coup on a eu l'occasion de les voir, de les croiser à plusieurs reprises, d'échanger, même de s'entraîner un peu avec eux, tu vois. Et donc ils ont pu aussi me voir en fait à ce moment-là. Et on est resté un peu en contact parce que quand j'allais à Paris, je les recroisais. Quand j'étais justement à IBE en 2003, là, en Hollande, pour mon premier championnat du monde, eux, ils étaient présents ce jour-là. Tu vois. Donc, ils m'ont vu aller jusqu'en finale. Et je me rappelle d'ailleurs que le leader du groupe, le fondateur, qui est devenu mon coach après ça, il était venu me voir après. Il m'avait dit, écoute, pour moi, tu as gagné. C'est toi le vainqueur de cette compétition, tu vois, franchement, félicitations et tout. Et donc, c'était ma grande surprise, j'étais super content. Donc, j'avais noué un premier contact comme ça. Et si tu veux, moi, j'avais ma compagnie, mais on était plus axé sur le spectacle.
C'est-à-dire les gens avec qui moi j'ai commencé, si tu veux, ils ont commencé à décrocher au niveau de la performance, au niveau de la compétition. Ils s'orientaient plus vers le côté spectacle. Sauf que moi, ce qui me parlait, c'était la compétition. Donc je me retrouvais un peu seul en fait à ce niveau-là. J'étais complètement seul. Et donc début 2004, je décide de prendre mon téléphone et d'appeler les vagabonds et de dire voilà, moi, le seul groupe que j'envisage d'intégrer, c'est vous. Moi, je ne vois pas travailler avec qui que ce soit d'autre. Voilà, mes ambitions, elles sont là, etc. Donc, j'ai eu ce culot un peu de prendre mon téléphone, d'appeler directement le boss et de lui dire voilà, moi, je veux rentrer dans le groupe. Et écoute, ils étaient à l'île de la Réunion à ce moment-là, je me rappelle. Ils m'ont dit écoute, rendez-vous à Paris la semaine prochaine. Tac, donc je vais à Paris la semaine d'après, et puis ça se fait direct comme ça. Et si tu veux, 4 jours après, ils m'embarquent déjà en Hollande sur des trucs, sur des gros trucs, t'es dans le bain tout de suite, en fait. T'as pas l'adaptation, nous, c'est sur place, hein, cherche pas. On n'a pas le temps de s'adapter, dans rien. Donc, en fait, t'apprends sur le tas. T'apprends sur le tas, et c'est hyper formateur. Formateur. Et donc j'ai appris sur le tas. J'ai fait mon premier spectacle de rue direct comme ça. Ensuite on a enchaîné un spectacle. Après on a fait une compétition exhibition face aux meilleurs Coréens. Parce que si tu veux, Vagabond avait perdu en finale des championnats du monde en 2002 contre des Coréens qui venaient d'arriver. La Corée, elle est arrivée en 2001-2002. Elle a tout raflé pendant presque 10 ans. Si tu veux, voilà. Et donc en 2004 ils ont organisé une exhibition, le match retour. Et moi, je venais de rentrer dans le groupe depuis 10 jours et bim, je me retrouve face aux meilleurs du monde en face de moi. Alors, j'ai les meilleurs du monde avec moi, mais j'ai surtout les meilleurs aussi en face de moi. Et t'as pas le temps de t'adapter, en fait. Soit tu t'adaptes, soit t'es perdu, quoi. Et donc, voilà, tu te mets un coup de pied aux fesses, comme ils disent, tu te mets au diapason et t'as pas le choix. Pas le choix. Et du coup, c'est intéressant, enfin, tout ce que tu me dis là, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que toi, par rapport, au-delà de tes titres, et aussi comment dire, du développement de ta carrière où tu as dû apprendre un peu tout seul et tu as réussi à te développer tout seul, tu es quand même aujourd'hui un vrai développeur pour ton sport. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas au courant, qui vont voir la vidéo, mais le breakdance va intégrer normalement le programme olympique. Je sais que toi, c'est un peu ton combat aussi. Enfin, je sais que tu as aidé et tu as œuvré pour ça. C'est quand même pour toi aussi une sacrée reconnaissance de te dire aujourd'hui que tu es quand même un. C'est rare de pouvoir dire qu'on a réussi à faire grandir vraiment un sport, tu vois, et je pense que tu rentres un peu dans cette case-là, quoi, tu vois. Alors, ce qui est assez intéressant quand tu discutes avec Mounir, c'est que tu te rends compte qu'au-delà d'être un athlète très performant dans son sport, ce qui est le cas pour lui, puisqu'il a été de nombreuses fois champion du monde, c'est que c'est aussi un ambassadeur pour son sport, et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer de pouvoir dire qu'ils ont vraiment développé un sport, comme lui a pu le faire en participant à l'intégration aux Jeux Olympiques de 2024. Et au quotidien, il se bat pour ça, et c'est vrai que c'est fou parce qu'il a réussi pas tout seul bien sûr, mais il a réussi en tout cas à participer au fait que une discipline qui était sur une culture un peu street, assez underground comme il dit souvent, devienne un sport olympique, ce qui est assez incroyable, parce qu'il y a quand même des standards dans l'olympisme qui sont assez hauts. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir échanger à ce sujet avec lui. Bah ouais, totalement. En fait, si tu veux, pour Paris 2024 m'a consulté là-dessus via la fédération internationale avec qui j'avais déjà des liens. Je l'expliquerai un peu en détail après, mais si tu veux, le fait d'avoir eu cette étiquette d'athlète, c'est-à-dire lorsqu'on parle voilà, si on dit le break sport, on pense tout de suite à Mounir dans le monde entier. Si on parle discipline, entraînement, voilà, rigoureux, etc., organisé, on pense à moi en fait. Tout de suite, j'ai cette étiquette-là dans le monde entier. Et donc en fait, lorsqu'on a le break a intégré les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018, donc ça s'est fait dès fin 2016, début 2017, il y a un panel d'experts qui a été mis en place par une fédération internationale. Parce que nous, on n'a pas de fédération. Hein. Donc, il y a une fédération internationale de danse sportive qui a été mandatée par le CIO pour mener le projet. Et comme elle ne connaît pas le milieu, elle s'est tournée vers certains experts, c'est-à-dire d'abord les organisateurs des plus grandes compétitions dans un premier temps. Et donc, c'est eux qui ont composé, si tu veux, une équipe d'experts. Et si tu veux, j'étais le seul Français à faire partie de cette équipe d'experts. Donc, moi, j'ai été membre du jury sur les séances de qualification, sur la finale à Buenos Aires des Jeux de la jeunesse. Et l'unique raison pour laquelle c'est moi qu'ils ont appelé, c'est
via mon parcours et ce que je représente. C'est-à-dire, le break aux Jeux Olympiques, dans l'inconscient, mon nom ressort en premier, en fait, parce que c'est l'image que j'ai toujours un peu défendue, et j'ai été le seul pendant très longtemps à défendre cette double étiquette, c'est-à-dire culture, art et sport, en fait. Et donc, break aux Jeux Olympiques, forcément, dans le monde entier, on Mounir, quoi, tu vois. Et donc, ça a été un succès phénoménal à Buenos Aires, mais un succès retentissant. Et moi, je savais que Paris 2024 ne resterait pas insensible. C'était impossible. Et c'est ce qui s'est produit. À peine 3-4 mois après, je reçois un appel de la Fédération internationale qui veut que je rencontre Paris 2024. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, après, j'ai soutenu la candidature, j'ai été à la candidature, j'ai été consulté, j'ai accompagné le COJO, donc Tony Estanguet, au CIO au mois de juin, où j'ai fait une intervention devant tous les membres avant le vote final. C'était, j'ai joué un rôle majeur, oui, dans ce truc-là. Ouais. Du coup, c'est une liberté, comme tu disais, parce que amener une discipline qui est née dans la rue au début des années 70, dans les rues du Bronx, qui est née de la misère sociale, de la violence, de la pauvreté, et qui, 50 ans plus tard, atteint les Jeux Olympiques. C'est un parcours énorme. Alors moi, j'ai intégré ce truc-là. Moi, j'ai commencé en 97. Tu vois, le break est né au tout début des années 70-71. Et puis, avoir marqué un peu la discipline, l'avoir amené à ce niveau-là, c'est une fierté. Ouais. Après, pour moi, c'est encore qu'un début, tout ça, en fait. C'est encore un début, tu vois. Ça nous amène du coup, enfin moi à mon sens ça m'amène directement à la suite, c'est-à-dire que toi tu es un ambassadeur de ton sport, mais du coup tout ce parcours-là ça amène aussi à me montrer que tu es aussi presque un entrepreneur ou un visionnaire, tu vois. Et du coup ça m'amène à me parler un peu de ton projet HWE. Hard work is everything, c'est ça? Hard work, easy everything. Easy everything, travailler dur pour que tout devienne facile. Voilà. Et parle-nous un peu de ça, du coup, là, c'est un truc qui m'intéresse. Et du coup, là, on dépasse un peu le cadre du break et du sport. Donc, c'est cool. C'est intéressant aussi de voir des sportifs qui sortent un peu de leur cadre. Beaucoup plus large, là, effectivement. Ouais. Mais à l'origine, en fait, mon idée, elle était de rééduquer la nouvelle génération. Parce que je trouvais que la nouvelle génération qui arrivait, elle avait de moins en moins faim. Et ça, on le retrouve absolument partout. Elle est beaucoup plus soft, il lui faut un peu plus de confort, elle est un peu moins dure au mal. Tu vois, il y a de plus en plus de conditions pour qu'elle puisse s'investir et travailler dur. Il faut des conditions, il faut des... Et en fait, ça, je voulais absolument retravailler là-dessus parce que pour moi, il était clair que en ce qui concerne ma discipline, encore aujourd'hui, moi j'ai ralenti drastiquement depuis 5 ans. Maintenant j'accompagne mon équipe sur des gros trucs, mais moi tout seul, j'ai ralenti il y a 5 ans. Et depuis 5 ans, il n'y a personne qui a émergé réellement. On va dire même depuis 10 ans, depuis 15 ans, on parle toujours des 2-3 mêmes personnes en France. On n'est que 2 à avoir remporté les championnats du monde du Red Bull BC One. Lido de Lyon et moi, et aujourd'hui on voit personne d'autre prendre le relais en fait. Mais parce qu'il n'y a pas il y a le talent, il y a le potentiel, mais il n'y a pas cette rage que nous on avait en fait, parce qu'on n'avait rien, ou en tout cas on n'avait pas grand chose, et aujourd'hui ils ont peut-être beaucoup trop en fait. Et donc je voulais vraiment rééduquer la nouvelle génération, donc leur apporter, c'est pour ça que je dis, moi j'utilise pas le terme coach mental, moi j'essaie plutôt d'être sur de l'éducation mentale, c'est le mindset, en fait, c'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit dès le départ et qu'on garde en tant qu'adulte, qu'on grandit avec, ça nous forge, ça nous forme et ça nous permet de faire face à n'importe quelle situation en fait. Et donc voilà, mon idée elle était vraiment de les aider à utiliser les outils d'aujourd'hui que moi j'ai pas eu. Moi j'étais à Angers, j'avais pas accès à l'information, je pouvais pas me déplacer. Aujourd'hui j'ai des jeunes, ils ont 14-15 ans, ils ont déjà fait le tour du monde. Aujourd'hui ils ont internet, il y a la facilité, il y a les compétitions, il y en a 10 par semaine. Tu vois, je veux dire, le nombre d'informations n'est pas du tout le même, tu vois. Donc ils sont dans un confort à ce niveau-là. Ils ont des outils qu'on n'avait pas à l'époque, ça c'est sûr. Ils ont des locaux, ils ont des salles, ils ont plein de trucs. Mais il leur manque l'état d'esprit d'avant, en fait. Cette rage, cette faim. Et donc, mon idée, c'était d'utiliser les outils d'aujourd'hui avec l'état d'esprit un petit peu du passé.
pour qu'ils puissent réellement prendre conscience que là on parle tout est difficile, mais le break particulièrement, ouais, techniquement, je veux dire, tu peux pas mentir. Et à un moment donné, si tu peux aussi te faire mal, tu peux aussi te faire très mal, et donc il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment y aller, quoi. Et donc en fait c'était ça, sauf que très rapidement, mon message il a dépassé un peu les frontières du break, et puis j'ai commencé à être sollicité pour intervenir devant des collégiens, devant des lycéens, pour intervenir devant une équipe de sport, pour intervenir devant une entreprise, et en fait j'ai démarré en 2013, si tu veux. La vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'avais sortie pour les championnats du monde, ça a été le tout début du projet, en fait. Et derrière ça, donc, j'ai monté en 2014 le HWE, et dès 2015, j'ai commencé à monter sur scène devant 5000 personnes, devant 2000 personnes, devant 500 personnes, et puis à me rendre compte qu'il y avait un réel besoin des gens de gagner en confiance, de gagner en motivation, et de leur donner cet élan, en fait, et de leur montrer que tout était possible, et que sinon on l'a fait. Moi je m'entraînais dans une gare, tu vois, j'avais une salle pendant une époque, au Centre national de danse contemporaine, mais après pendant de longues années j'en avais plus, et pourtant j'étais déjà champion du monde à cette époque-là, et je m'entraînais dans une gare. C'est à un moment donné utiliser ce qu'on a pour obtenir ce que l'on veut, en fait. Tu as des objectifs, tu as une vision, tu sais parfaitement ce que tu veux, comment tu le veux, quand tu le veux, tu te donnes les moyens de l'obtenir, en fait, peu importe. Et j'avais pas cet ego-là de me dire, attends, moi, champion du monde, je voyage dans le monde entier, je suis là, j'ai pas de ça, je m'entraîne à la gare, les gens me regardent bizarre. En fait, tout ça, je le voyais pas. En fait. Moi, la seule chose que je voyais, c'était mon objectif, ma compétition, devenir le meilleur et réussir, et c'était tout, tu vois. Et donc, c'est ça aujourd'hui que je partage. Alors depuis, ça s'est beaucoup développé. J'interviens dans tous les domaines. J'ai monté un camp d'entraînement l'été, aujourd'hui, qu'on met en place dans différents pays également. Là, je suis en train de finaliser des programmes en ligne que j'ai commencé il y a plusieurs années, mais que j'ai pas pu mettre en place parce que tant que ma tête était dans la compétition, je pouvais pas réellement me dédier à 200%. Parce que ma tête était... T'es un athlète professionnel, tu sais ce que c'est. Même si tu vas passer peut-être du temps à la maison, mais ta tête, elle n'est pas dans construire autre chose, écrire un livre ou faire... Non, ta tête, elle est dans l'entraînement. L'entraînement que tu viens de passer, l'entraînement qui arrive, la compétition qui arrive. Donc, je ne pouvais pas dédier mon énergie à autre chose parce que j'y aurais perdu sur ma performance. Donc, je voulais terminer réellement mon parcours, ma carrière quelque part, ralentir, et là, me consacrer à 100%. Et malgré ça, le projet, il s'est développé très vite. Tu vois, j'interviens dans 60 pays, dans différents domaines. Voilà, tu vois, aujourd'hui, le champ, il est extrêmement large. Extrêmement large. J'ai une équipe aujourd'hui, j'ai 7 personnes qui sont au sein, qui font partie d'HWE. On travaille sur plein de projets, des séminaires, donc les projets en ligne, plein de trucs. T'es un athlète, t'es un athlète entrepreneur, quoi. Et exactement. C'est ça qui t'a... On a la question du double projet aux sportifs. Moi, je l'ai très clairement entamé bien avant la fin de ma carrière et bien avant qu'on me le dise. Et encore une fois, presque, enfin même seul, enfin t'as démarré presque seul, quoi. Ouais, tout seul. HWE, c'est vraiment un projet que j'ai monté tout seul, que j'ai mené tout seul. Aujourd'hui, je suis entouré d'amis qui ont développé eux aussi leurs compétences, et j'ai pu rassembler ces compétences-là, en fait. Si tu veux, des gens avec qui j'ai mon meilleur ami avec qui j'ai commencé le break il y a plus de 20 ans, qui aujourd'hui est avec moi, tu vois, travaille avec moi sur HWE, des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui aujourd'hui font partie, sont rattachés au projet HWE, mais parce que c'est des gens aussi qui ont un autre parcours atypique, qui ont réussi dans d'autres domaines, tu vois, et qui aujourd'hui peuvent venir aussi partager cette expérience et leurs compétences. Alors Mounir, il est vraiment très motivé par ce côté transmission, on le verra sur différents aspects, et c'est aussi pour ça qu'il a été intégré et qu'il intègre le programme des Étoiles du Sport. Aujourd'hui, il est parrain des Étoiles du Sport. Je vous laisserai rechercher un peu, mais en quelque sorte, ils aident et ils essaient de développer des programmes pour les jeunes autour de sportifs de haut niveau. Et c'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des Étoiles du Sport. Et c'est ça qui t'a mené, donc je voulais parler un peu de ça aussi, après je te laisserai tranquille, mais aux Étoiles du Sport, parce que je sais que tu es ambassadeur aussi pour les Étoiles du Sport, ou c'est dans ce cadre-là, ou c'est différent? En fait, là, c'est plus le break. Là, Plus le break, ok.
Ouais, là, c'est plus via le break. Mhm. J'ai commencé à travailler avec Elyséum il y a 1 an. Mhm. Sur une conférence, etc. Et puis, bon, le contact s'est super bien passé. On a tout de suite accroché. Du coup, ils m'ont invité sur les universités l'année dernière. Ensuite, moi, si tu veux, je crois que je suis tout seul. Moi, j'ai tout fait. En 1 an, j'ai tout fait. Mhm. J'ai fait les universités. J'ai fait l'atelier des coachs tout de suite derrière, alors que j'étais pas forcément prévu dessus, et c'était tout nouveau, ça venait juste de se faire. Mhm. Derrière, j'étais parrain des étoiles sur Team là au mois de décembre. Donc là, on repart sur les universités avec le confinement. J'espère que ça aura lieu, mais voilà. Donc j'ai intégré la grande famille des étoiles depuis plus d'1 an, et je suis vraiment là sur tous les projets, même des projets au-delà. Donc c'est là où en fait, si tu veux, mon parcours et ce que j'ai développé aujourd'hui me permet aussi d'aller dans d'autres directions, développer d'autres choses. Là, aujourd'hui, j'ai pas qu'un seul chemin, en fait. C'est-à-dire que je peux proposer énormément de choses parce que je suis toujours dans le break, en fait. Je n'ai pas arrêté. J'ai mon équipe qui est toujours active. Moi qui est toujours actif. Alors, je prétends plus aller au championnat du monde, etc. parce que j'en ai plus le temps, en fait. Mais je suis toujours actif, donc je fais des démos, je participe de temps en temps à des compétitions avec mon équipe. Enfin, ça fait un peu plus d'1 an, la dernière que j'ai fait, c'était les championnats du monde. Mais donc voilà, du coup, ça m'amène en fait à évoluer dans différents domaines. Et c'est hyper enrichissant, en fait. Tu rencontres un max de gens. Et puis bon, le fait d'avoir été le visage des Jeux Olympiques en France l'année dernière, ça m'a permis aussi de rencontrer énormément d'athlètes, des grands champions comme Yannick Vaniel, Marie-Josée Pérec, Sarah Ouramoun, des grands champions qui ont un vrai parcours. Tony Estanguet, le premier. Donc ça m'a permis aussi de découvrir, parce que on intègre aujourd'hui le circuit olympique, mais on n'a pas de lien réel avec le sport à la base, dans le sens où nous, en fait, on s'est développé de façon autodidacte, parallèle à un système déjà existant, le système sportif, où je vois bien que tous les sportifs se connaissent, les jeunes, via l'INSEP, etc. Nous, on ne connaît pas ça, l'INSEP. Moi, je connais deux noms, tu vois. En tant qu'amateur de sport, je suis un amoureux des Jeux Olympiques, mais jamais j'aurais imaginé les faire. Donc, les gens, des fois, ça les choque quand je leur dis, moi, ça ne me fait pas rêver en tant que danseur, les Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas péjoratif. Ça me fait rêver en tant qu'amateur de sport. Mais je n'ai pas grandi en me disant, je vais faire les Jeux Olympiques. Donc, moi, ce qui me fait rêver, c'est le Red Bull BC One, c'est le Battle of the Year. Mais maintenant, je sais que la future génération, ça va les faire rêver, les Jeux Olympiques. Et c'était l'objectif, il était là. C'est pas moi qu'on va faire rêver avec les Jeux Olympiques, non. Parce que moi, j'ai déjà mon parcours, c'est une autre époque, c'est pas pareil. Mais par contre, accompagner ce projet-là, j'en comprends l'importance, en fait, pour la jeune génération et les générations futures. Donc, moi, je vis, parce que souvent, on me pose la question, et toi, est-ce que tu seras un compétiteur en 2024 ? Ça m'intéresse pas. En fait, mon rôle à moi, il est plutôt dans l'accompagnement du projet, plutôt que de me remettre dans la peau du compétiteur. Non, j'ai pas envie de vivre les Jeux en tant que compétiteur. J'ai envie de les vivre derrière, en tant que, tu vois, où tu impulses en fait ce nouvel élan et cette nouvelle direction que prend la discipline. C'est surtout ça, c'est une nouvelle direction. Ça change pas ce qu'elle est, ça change pas les circuits existants. Il faut surtout pas que ça les change. Mais c'est une nouvelle branche qui s'ouvre, qui est une branche très importante, parce qu'en termes de visibilité, de crédibilité et tout ce que ça apporte, c'est conséquent. Ça, j'en ai conscience. Mais c'est une branche supplémentaire. L'arbre, il n'est pas là. Demain, les JO s'arrêtent, le break ne s'arrêtera pas, va continuer d'évoluer, de se développer dans le monde entier. En tout cas, chapeau. Mon parcours assez incroyable et vraiment très intéressant. Du coup, pour un peu finir là-dessus, et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait, imagine si tu devais parler à des jeunes de n'importe quel secteur, n'importe quelle passion, peu importe, ce serait quoi un conseil rapide que tu pourrais donner? N'importe quel conseil par rapport à ton parcours et ce que tu penses. Mon parcours, il montre une chose. Tout est possible, rien n'est impossible. Au sens propre du terme, parce que le break, c'est né dans la rue. C'est né dans la rue du Bronx. Les premiers breakers, c'était des voyous, c'était des jeunes gangsters. Ils avaient 10, 12, 15 ans. C'était des pauvres du Bronx, des voleurs. Et ils se sont accrochés à ça pour s'en sortir.
Et ils en ont fait une culture mondiale qui touche tous les pays du monde aujourd'hui. La culture hip-hop, c'est la première culture au monde. C'est celle qui vend le plus de musique, c'est celle qui remplit le plus des salles de concert, c'est là où on a le plus de spectacles de danse, etc. Voilà, ça touche toute la jeunesse du monde. Donc si on a réussi, nous, de cette condition-là, à atteindre aujourd'hui les Jeux Olympiques, à être présent dans tous les pays du monde, à influencer la mode, la politique, à être vraiment influent, tu vois, à ce sens-là, mais tout est possible en fait. Mais la condition, c'est qu'il faut devenir un expert dans son domaine. Il faut devenir le meilleur dans son domaine. Et il faut arrêter de se contenter d'être moyen. Parce que le moyen, il y en a trop des moyens. Dans tout, il y en a trop. Et si tu es moyen, tu as trop de concurrence. Tu ne peux pas sortir du lot. Il faut que tu deviennes le meilleur dans ce que tu fais. Et moi, je savais qu'à l'époque, pour être le meilleur, il faut être avec les meilleurs. Il faut battre les meilleurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé Vagabond. J'ai dit, moi, je ne peux pas rester dans ma petite ville avec mes potes. C'est mes potes et ils sont toujours avec moi aujourd'hui. Mais moi, personnellement, si je veux devenir le meilleur, si je veux progresser, eh ben, il faut que je sois entouré des meilleurs. Si tu joues au basket dans ta petite bourgade, le coach qui est là, il a les compétences pour t'amener à un certain niveau, mais après, il n'en a pas les clés. Donc, à un moment donné, si tu as le potentiel, si tu as le talent, tu dois passer à un niveau supérieur. Tu vas aller jouer dans le club de la ville. Et le club de la ville va t'aider, va te faire progresser, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'ils n'en ont pas les infrastructures, parce qu'ils n'en ont pas le temps, parce qu'ils n'en ont pas les compétences. Et à un moment donné, tu vas aller dans le club de la région, et ainsi de suite, en fait. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Demain, tu finis, tu es en Pro B, tu es en Pro A, et tu vas encore progresser. Oui, mais là aussi, il y a ses limites. Il va falloir aller en NBA maintenant, etc., en fait. Tu vois, tu dois franchir des caps et des paliers. Mais tu ne peux pas rester chez toi dans ton petit truc en pensant que tu es le meilleur. Ouais, si tu joues au basket avec des enfants de 10 ans, effectivement, tu es le meilleur. Là, il n'y a pas de souci. Ah, tu es le meilleur. Maintenant, quand tu arrives au haut niveau et que tu es qu'avec des mecs qui sont minimum aussi forts que toi, là, le ballon, tu ne le vois plus. Là, maintenant, tu dois courir derrière le ballon. Mais tu n'as jamais couru derrière le ballon. Tu ne sais pas comment faire. Toujours, le ballon, tu l'as dans les mains, personne ne te le prend. Là, aujourd'hui, tu connais l'échec. Là, aujourd'hui, tu connais la difficulté. Donc là, aujourd'hui, tu dois apprendre à travailler. Mais tu n'as jamais travaillé. Ça, c'est le problème d'être talentueux. Ça, c'est le problème. Moi, je n'étais pas talentueux. Et ça a été ma force. C'est pour ça que je m'entraînais 6 heures par jour. Et que tous les mecs qui étaient talentueux ne s'entraînaient pas à 6 heures par jour. Ne s'entraînaient pas à 7 jours sur 7. Eh bien, le gars qui travaille dur, il dépasse le gars qui est talentueux. Si le gars talentueux ne travaille pas. C'est pour ça qu'on dit le travail dépasse le talent si le talent échoue à travailler. Maintenant, le talent qui échoue pas à travailler, on le connaît, mais ils sont pas beaucoup. C'est Ronaldo, c'est Jordan, c'est Tiger Woods. C'est les légendes du sport, c'est les meilleurs. Ceux-là, toi, tu le rattraperas jamais. Moi, je le rattraperai jamais parce que j'en ai pas le talent. Je peux travailler autant que je veux, je peux pas parce qu'il travaille autant que moi, le gars en plus. Tu vois. Donc c'est ça. Arrêtez d'être moyen. Peu importe ce qu'on fait, moi je faisais du break. C'est-à-dire à la base, je tourne sur le dos et sur la tête dans le billard. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la base, quand les gens me regardaient, pour eux, j'étais un petit voyou qui perdait son temps, qui était en train de nettoyer le sol. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que moi j'avais une vision, j'avais des objectifs. J'étais pas là parce que j'avais envie ou parce que j'avais du temps à perdre. J'étais là parce que j'avais pas le choix. Et que si je voulais être le meilleur, il fallait que je sois. Parce que si j'attends que la ville elle me donne une salle, je vais attendre encore longtemps. Et mes titres, tu peux les oublier. Aujourd'hui, j'aurai rien du tout. Non, il faut aller le chercher. C'est tout. Et demain, ton kiff, c'est les lacets. Tu vois, c'est les lacets de basket. Mais si c'est de la merde. Mais si demain, les meilleurs lacets, quoi. Ouais, mais si demain tu deviens un expert dans le lacet et que tu connais tous les trucs, tu vas créer ta gamme de lacets. Demain, elle va se vendre dans tous les footlockers du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu peux partir de rien, mais tu dois devenir le meilleur dans rien. Deviens le meilleur même dans rien. Et là, tu pourras en tirer quelque chose. Mais si tu es moyen, même dans quelque chose de commun, t'en tireras rien, t'en feras rien du tout. Parce qu'il y en a trop des moyens, tu as trop de concurrence. Tu dois devenir le meilleur. Donc, tu dois t'investir, tu dois te donner possible. Et même si tu n'atteins pas ton objectif, quoi qu'il arrive, tu ne seras plus dans la même position. Parce que tu auras développé tellement de compétences, tu auras tiré un tel réseau qu'à un moment donné, ça va te mener quelque part. Tu vois? Et donc, moi, je ne savais pas où j'allais. Je savais pas ce que j'allais faire. J'envisageais pas de devenir coach en développement personnel ou motivation. J'envisageais pas ça. Mais tout athlète, à quelque part, il a ça en lui. Et encore plus quand tu es un leader, un capitaine, que tu es plus expérimenté, que tu es un formateur aussi, parce que nous, on est vraiment des formateurs dans notre domaine, tu as forcément ça en toi. Maintenant, voilà, je viens d'un univers street, donc
on n'a pas la langue de bois, Ouais, on ouais. est autodidacte. Moi, tu viens pas me parler de ton diplôme. De moi, mon diplôme, c'est la pratique. L'être humain, il n'a pas appris à faire du feu en lisant un livre. Il l'a appris. Alors Mounir, j'ai l'impression qu'il se fout un tout petit peu de moi là. Moi, je suis assez fan des livres en fait, mais ce qui est assez intéressant au-delà de ça, c'est de comprendre que Mounir, il a toujours été dans l'action en fait, toute sa vie. Comme il l'a dit plusieurs fois, c'est un autodidacte. Il a dû faire avant de trop réfléchir, et c'est assez intéressant de comprendre ça parce que parfois on tarde un peu à se lancer, ou on préfère faire la chose parfaite, ou on sait pas trop comment faire. Et finalement, lui, il est aussi l'incarnation du fait que bah, tenter, faire, c'est aussi primordial pour pouvoir progresser. Donc c'est hyper intéressant ce qu'il peut dire, même s'il il rigole un peu au sujet de mes livres et de mes diplômes aussi. À un moment donné, c'est la pratique, tu vois. Et donc voilà, moi j'étais très pragmatique en fait. Et encore aujourd'hui, je suis très pragmatique, tu vois. Donc je vais à l'essentiel. Bon, merci pour le conseil Mounir. Franchement c'était top, l'interview au top, et encore une fois je savais que ça allait être top, mais vraiment je pense qu'il y a beaucoup à retirer de tout ce que tu nous as dit, donc c'est top, et ça va faire encore une fois le plaisir des personnes qui nous suivent. Donc écoute, merci. J'espère, faut avoir merci confiance, faut avoir confiance, faut pas avoir peur, et à un moment donné faut y aller en fait. Faut y aller, c'est tout. Vagabond Crew, Breakdance, Grandir sous la même étoile, suivez ça, d'accord? Les étoiles, ça brille par la chaleur, restez chaud, propre et on brille. Allez, peace.